Salut à toi, ici Marcus. Aujourd'hui, je te montre comment identifier une entreprise de qualité en 6 points rapides. Et pas besoin d'avoir un master en finance pour ça ou d'avoir suivi une formation en bourse. Juste, il te faut de la curiosité et du bon sens. Ça, c'est les bases de ma méthodologie d'investissement Quality Business. Mais qu'est-ce que c'est que le Quality Business? C'est l'art d'identifier une entreprise ultra qualitative en regardant des points capitaux avant de se plonger dans les ratios financiers. Et c'est simplissime. C'est une petite enquête stimulante que tu vas mener pour avoir une idée claire de si une entreprise est bien ou pas. Tout ce que je vais te révéler ici est facilement accessible par de la documentation sur l'entreprise que tu recherches ou de la documentation de la presse spécialisée en ligne. Aujourd'hui, avec ChatGPT ou Grok, tu peux très facilement faire cette petite enquête sans te fatiguer. Donc vraiment, aucune excuse pour ne pas fouiner un peu sur l'entreprise que tu veux connaître. Et pour t'aider, voici les 6 points essentiels à vérifier avant même de regarder les ratios financiers. Point 1. Qu'est-ce que l'entreprise vend? Une entreprise avec un bon business model peut s'expliquer en quelques phrases claires. Plus c'est clair et facile à expliquer, mieux c'est. Est-ce que l'entreprise vend des produits physiques, des logiciels, des abonnements, des licences, des services à la personne? Et je vais te donner un exemple. Loma, une compagnie de cimenterie argentine que j'ai dans mon portefeuille, elle vend des produits concrets et facilement compréhensibles. C'est tangible, ça demande pas un bac plus 7 en technologie pour le comprendre. Le parfait contre-exemple, pour moi, c'est Palantir, une entreprise de logiciels extrêmement complexe qui vend des services à des clients, des militaires, du renseignement, des multinationales. Mais ce qu'elle vend, c'est pas très clair pour l'investisseur lambda, contrairement à une entreprise comme Loma qui vend des produits très concrets. Attention, certaines entreprises peuvent être excellentes avec des produits complexes, c'est le cas par exemple de Nvidia, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps pour réellement comprendre le business model. Le deuxième point, c'est à qui elle vend. En réalité, c'est le critère le plus important à prendre en compte. Une entreprise qui vend à une base de larges clients a plus de stabilité qu'une entreprise ultra dépendante d'un petit nombre. Pose-toi la question, est-ce que tu ferais confiance à une entreprise qui n'a qu'un seul client? C'est quand même assez risqué. On a un très bon exemple qui est Coca. Coca elle vend à des milliards de consommateurs dans le monde, elle a zéro dépendance et elle a une demande constante. Le parfait contre-exemple pour moi, c'est Spirit AeroSystems. C'est un fournisseur de Boeing avec qui il réalise 70 à 80% de son chiffre d'affaires. En cas de tension ou de rupture, l'entreprise peut rapidement plonger. Ce type de dépendance, c'est toujours dangereux. Je te conseillerais aussi de regarder si l'entreprise vend à un gouvernement. Pour moi, c'est un très mauvais critère, car la commande publique est beaucoup moins sûre que la commande privée. Le troisième point, c'est où est-ce qu'elle vend. Le terrain de jeu, ça compte. Un business model global a plus d'opportunités, mais aussi plus de risques à gérer. La diversification géographique elle permet de lisser les crises locales. Par exemple, Air Liquide. Air Liquide vend dans le monde entier. Europe, Asie, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Afrique. Ça lui donne une belle résilience et un fort levier sur les besoins mondiaux des gaz industriels. Aujourd'hui, Air Liquide est un acteur qui est incontournable et elle vend partout. Le parfait contre-exemple, c'est Casino, le groupe de retail alimentaire français. Ce groupe, il est fortement concentré en France dans un marché qui n'a plus de bonnes perspectives. Et surtout, il s'est positionné sur des segments concurrentiels sur lesquels il ne peut pas suivre. Le business model est donc piégé sur le marché français et ça s'est vu dans son naufrage financier en 2023-2024. Le point numéro 4, est-ce que l'entreprise est indispensable? C'est une question qui peut paraître bête. Est-ce que les clients ont besoin d'elle? Et pourtant, c'est l'une des questions les plus importantes. Les entreprises indispensables, entre guillemets, ont un mot absolu. Elles s'imposent dans la vie de leurs clients. Les clients ne peuvent pas se passer d'eux. Ce terme, il est dual. Il renvoie à la fois à un besoin évident sans quoi ton client est dans la panade. Le parfait exemple, pour moi, c'est Microsoft, Windows, Office, Azure. Les remplacer, ça demande trop de temps, trop d'argent et trop de changements de fonctionnement des entreprises. C'est donc un mot absolu. Mais comme je te dis, ce terme indispensable, il est dual. Et le deuxième sens de ce terme, c'est les addictions. Par exemple, le tabac avec Altria ou le sucre avec Coca et Pepsi. Avec ces entreprises-là, le tabac comme le sucre sont des substances addictives. Et donc Coca, Pepsi comme Altria seront garantis d'avoir toujours une base solide de consommateurs qui vient consommer leurs produits. Le cinquième point, c'est qui dirige l'entreprise. Quand tu achètes une action, tu possèdes une organisation avec une direction et un conseil à sa tête. L'entreprise répond devant ses actionnaires et pas ses clients. Elle organise toute sa stratégie pour les actionnaires. Il faut donc te demander, est-ce que les dirigeants sont dévoués à la création de richesse pour moi? Est-ce que les fondateurs sont encore présents? En général, c'est un gage de qualité, comme par exemple Air Liquide ou Schneider Electric, c'est des entreprises qui sont encore possédées par les familles. Est-ce que la gouvernance est sérieuse? Pour moi, par contre, le meilleur exemple, c'est Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway a été dirigé pendant près de 4 décennies par Warren Buffett et Charlie Munger,
qui ont toujours géré l'entreprise avec une vision long terme, une discipline financière exemplaire et un alignement complet avec les attentes des actionnaires. Je te recommande donc plus que jamais d'éviter les entreprises où l'État est actionnaire. En général, l'État, il n'a absolument pas les mêmes intérêts que toi. L'État, il fait même des très mauvaises décisions d'investissement. La preuve, je te mets les performances des entreprises d'État à l'écran et tu vas voir que investir dans une entreprise d'État, c'est la garantie de perdre ton argent. Et le dernier point, est-ce que l'entreprise surfe sur une mode? Les entreprises à la mode, elles séduisent très vite, mais elles déçoivent souvent. Ça donne des graphiques de bourse qui sont ce qu'on appelle en Himalaya. Ça veut dire que ça monte très vite et après ça décroche. La question, c'est donc, est-ce que ton business model, il est sur une tendance durable ou sur un buzz passager? Le très bon exemple, c'est une entreprise comme Costco. Elle n'est pas dans mon portefeuille, mais c'est une très belle boîte. Pas de hype, pas de storytelling flashy. Elle a un business model très simple, c'est du retail hard discount pour casser les coûts. Et en plus, ils ont un business model d'abonnement qui fait que l'entreprise a systématiquement du cash qui rentre grâce aux abonnements. Zéro mode, 100% discipline. Le parfait contre-exemple, c'est l'entreprise Beyond Meat. C'est une entreprise qui voulait surfer sur le marché du végétal pour révolutionner l'alimentation. Sauf que, petit problème, le marché du végétal, on pourrait dire, c'est un micro-marché et il y a eu quelques tendances passagères, mais c'est très vite passé. Les ventes ont chuté, les pertes se sont creusées et l'intérêt ont tombé. Là, ici, on a un très bon exemple de la hype qui est supérieure à la substance profonde de l'entreprise. On résume très rapidement les 6 questions qu'il faut toujours se poser avant d'acheter une entreprise. Qu'est-ce qu'elle vend? À qui elle vend? Où elle vend? Est-elle indispensable? Qui la dirige? Est-ce qu'elle surfe sur une mode? C'est assez facile à faire, ça demande juste de se poser et de réfléchir un peu. Mais alors, pourquoi c'est une approche qui est très peu utilisée? Pourquoi le quality business est très peu utilisé en investissement? Pourquoi les gens préfèrent regarder les ratios financiers? Parce qu'on a tous un penchant vers la facilité. Aujourd'hui, un screener d'actions comme Zone Bourse, Uncle Stock, Alpha Spread te permet de trouver des entreprises au ratio exceptionnel en quelques clics. Des sites comme Yahoo Finance te permettent même de le faire gratuitement et d'avoir beaucoup de données intéressantes. En fait, tu mets quelques critères, tu mets 2-3 filtres dans ton screener et paf, tu as plein d'entreprises qui officiellement ont l'air d'être exceptionnelles parce qu'elles ont des bons ratios. Sauf que tu connais pas grand-chose d'elles. Alors que le quality business, ça prend en effet un peu plus de temps, mais ça paye. Parce que les actions que tu as repérées, tu comprends leur logique et donc tu en es rarement déçu. Une fois que tu as compris le business model d'une entreprise, tu sais comment elle fonctionne et tu peux la garder sereinement pendant plus de 20 ans. Elle sera peut-être pas la meilleure performatrice, mais tu sais qu'elle ne te décevra pas. Pour moi, c'est plus qu'une étape purement rationnelle à faire avant de chercher à continuer à analyser une entreprise. Pour moi, c'est également un mécanisme de rassurance psychologique. Je me sens beaucoup plus serein si j'ai compris comment fonctionne l'entreprise. Évidemment, tu ne la comprendras sans doute jamais autant qu'un insider de l'entreprise, mais tu vois comment schématiquement elle fonctionne. C'est comme ça que moi je choisis mes actions et je vais te montrer du coup le résultat de ce raisonnement sur les 20 entreprises de mon portefeuille. Sans surprise, elles passent toutes dans l'ensemble ou la main les 6 questions. Elles ont un business model simple à comprendre et tangible, elles ont une clientèle diversifiée, elles vendent un peu partout, elles sont indispensables ou fortement addictives, elles ont un actionnariat qui veut du rendement et elles sont ancrées dans des habitudes de consommation régulière. Il n'y a que Loma qui est un peu bancal, mais bon, c'est un profil un peu risqué. C'est pour ça que je l'ai mis dans le portefeuille, hein. Il y a 2 entreprises qui sont des entreprises de Paris. Ces entreprises sont les exceptions des 6 critères à regarder avant de mettre une entreprise dans le portefeuille. Voilà, c'était tout pour cette vidéo qui présente les bases du quality business. La prochaine vidéo sera plus technique, où je te montrerai comment analyser le pouvoir d'une entreprise sur ses clients.